Donc, bonjour Sandrine et merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation à nous partager votre témoignage en tant que parent. Est-ce que vous seriez d'accord pour vous présenter un peu, voilà, votre parcours? Oui, avec plaisir. Eh bien, bonjour et merci beaucoup Rebecca pour cette invitation. Je m'appelle Sandrine, je suis maman de 3 enfants, dont une petite fille, Léina, qui a une maladie génétique rare, le syndrome de Rett. Elle a aujourd'hui 11 ans, elle est scolarisée dans une école primaire avec un dispositif Ulysse et une AESH individuelle, une aide humaine qui lui permet de pouvoir aller à l'école malgré son polyhandicap. Avec mon mari, on s'évertue à toujours lui proposer ce qui est le plus adapté à ses besoins, mais surtout à ce qu'elle fasse partie de cette société, et qu'elle puisse, y participer. Et c'est aussi pour ça que je vous invite, parce que vous êtes aussi très, très active dans son inclusion à elle, mais pas seulement, parce que vous êtes présidente de une, voire plusieurs associations, je me souviens plus très bien. Alors aujourd'hui, je suis présidente, d'une association qui s'appelle Quand un sourire suffit, qui a été créée en 2017 avec mon mari, pour, très sincèrement, au départ, pour rompre notre isolement puisque nous vivons en Seine-et-Marne dans le 77, mais dans un coin de la Seine-et-Marne un petit peu reculé de tout aussi, mettre en valeur les ressources qui existent sur notre territoire. Hem et puis pour finir, aider, les familles à notre tour. Mais au départ, on cherchait à s'aider soi-même quand même. Mm, C'est juste que très vite, on s'est rendu compte que pour s'aider, il était, peut-être, moins épuisant, d'aider les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un cercle vertueux ce qui m'aide aujourd'hui, c'est d'avoir aidé les autres parents, par leur expérience, par, leur situation. J'ai compris aussi qu'il y avait, des modes de fonctionnement différents en fonction des profils, en fonction des mm, périodes, en fonction des interlocuteurs et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, pour Léina, on est un peu plus, éclairés sur ce qui peut nous arriver et on anticipe bien mieux les situations. mm. Votre association, donc de parents, elle s'adresse à des parents uniquement d'enfants, de jeunes filles atteintes du syndrome de Rett. Non, 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 je c'est l'association Quand un sourire suffit est un peu la petite sœur de l'association Solidarité Handicap Maladies Rares dont je suis vice-présidente. Mm, La présidente, qui est Annie Moissin, a, créé, cette association, Solande, pour, vraiment aider toutes, les personnes, qui sont confrontées, aux maladies rares, hem pour, voilà, pour trouver des informations, pour voir les lignes bouger, pour que des cures existent, des traitements existent et cetera et moi, ce qui m'avait marqué dans cette association, qui est vraiment une association de cœur pour moi, c'est, que tout le monde était le bienvenu et pas besoin d'étiquette, pour rejoindre, l'association et donc je tenais vraiment à ce que Quand un sourire suffit soit sans étiquette, puisque parfois on n'en a pas d'étiquette oui. et c'est ce que nous avons vécu avec notre fille pendant un certain temps. Nous n'avions pas d'étiquette, nous ne savions pas qu'elle avait un syndrome de Rett et il a été très dur pour nous, de voir que pour certaines associations, il fallait cette étiquette, même si au fond de nous, on savait ce qu'elle avait. Mm, Heu Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas mm, suffisant pour au moins rejoindre et avoir des informations. Je ne dis pas, hein, bien sûr qu'il y ait des événements qu'on mais même aujourd'hui, quand un sourire suffit accueille tout le monde, propose des actions pour tout le monde, il nous arrive d'accueillir des personnes qui sont plutôt concernées par, l'accompagnement, de personnes âgées, mm. ou bien de personnes malades. On notre maître mot, c'est quand même la solidarité. Et donc, au-delà des chapelles. Et donc, c'est des associations qui à la fois apportent du soutien, du relais d'information. Et là où je souhaitais aussi vous intervenir, c'est que vous contribuez aussi beaucoup, vous avez beaucoup cherché de solutions par vous-même pour l'EINA. Vous avez notamment être allé faire des stages en Pologne à un moment donné.
Et alors là, le sujet du live, c'est pas tellement pour parler d'une méthode en question, parce que c'est pas pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est pas la recherche d'une méthode miracle. Là, on cherche pas du tout ça. C'est juste que c'est juste qu'en tant que parent, vous avez cherché, vous avez eu ce regard très, très, comment on peut appeler ça, sur toutes les facettes de cette maladie. Vous avez cherché à agir sur plein d'aspects différents de ce syndrome et vous avez trouvé différents professionnels pour pouvoir accompagner votre fille. Et par l'intermédiaire de l'association, vous aidez aussi à faire les pratiques professionnelles, à faire évoluer les pratiques professionnelles, moi, je trouve. Tout à fait. Euh, pour comprendre pourquoi, pour moi, c'est très important d'avoir cette démarche un peu de détective par rapport à l'accompagnement de notre fille. Euh, je vais juste vous parler rapidement de notre parcours au début. Lorsque nous avons appris que Léina était malade, ça s'est fait dans de très mauvaises conditions, dans le sens où nous sommes arrivés pour la première fois voir certains médecins et direct, ils nous ont asséné des vérités qui venaient de je ne sais où, Mm, euh, parfois d'un Vidal de 1992 alors que nous sommes en 2016. Bon, mm, en tout cas, c'était pour moi un peu trop enfermant, un peu trop des réponses calquées qui venaient de formations où je sentais que c'était des personnes formées, mais qui n'étaient pas expérimentées, qui parlaient sans avoir un réel retour d'expérience sur ce que ma fille avait. Ce qui mm, faisait qu'il sortait des vérités comme, par exemple, votre fille est en train de faire de la masturbation infantile, votre fille vous fait payer le fait que vous soyez retourné travailler, ou bien votre fille vous fait payer le fait que vous l'allaitiez encore, mm. ou que vous Ah oui. ayez arrêté d'allaiter, voilà, Ça, c'était etc. Donc, avant le diagnostic? c'était avant le diagnostic, oui, tout à fait. Donc, Bon, on a eu après, c'est une ce que peuvent séquence. vivre énormément de parents, ça, hein. Oui, Ouais, malheureusement, c'est un cadeau qu'on aimerait éviter d'avoir quand on découvre que notre enfant est malade. oui. Mais ça fait partie aujourd'hui dans cette société. Et donc, bon, bah, j'ai commencé à vraiment développer des capacités de recherche. Alors, pour la petite histoire, je suis bibliothécaire. Ah oui. Donc, faire de la recherche documentaire, ça fait partie de mes compétences, on va dire. En tout cas, ça ne me plaisait pas. Je me disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la parole toute puissante du médecin, c'est la parole de professionnels qui s'y connaissent, mais pas sur ce sujet. Hmm, Et qui ont peut-être du mal à dire, je ne sais pas. hmm, À partir de là, je suis allée chercher des informations auprès d'autres parents qui m'ont donné des contacts d'autres professionnels. Et avec mon mari, on a commencé à faire le tour de l'Europe un petit peu là, pour aller voir d'autres médecins, d'autres professionnels, d'autres parents. Et en rencontrant ces personnes un peu partout, ben, on s'est vu qu'effectivement, il y avait d'autres façons d'appréhender la maladie. Et cette errance a été très dure à vivre sur bien des points, mais en même temps, je pense que ce cheminement de ne pas savoir ce que notre fille avait nous a permis d'éviter d'être enfermés hmm, dans un protocole, dans un processus calqué pour tous les enfants avec un syndrome de Rett. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je constate avec le temps, les accompagnements des parents. Les parents qui ne savent pas ce que leur enfant a souffrent. Clairement, ça, c'est certain. Mais en parallèle, ils cherchent, ils continuent de chercher, ils ne cessent de chercher. Ils vont fouiller pour trouver et ils ne vont pas se limiter à hmm, ce qu'on leur montre, puisqu'on ne leur montre rien. hmm, Donc, ce côté-là fait qu'il y a une plus grande liberté. Et moi, je le dis assez souvent, je suis contente, je le dis, je le reconnais, je suis contente de ne pas avoir su tout de suite ce que ma fille avait, parce que ça m'a permis d'explorer le champ des possibles par rapport à l'autisme. Ça m'a permis d'explorer le champ des possibles par rapport à d'autres types de maladies. Et cette manière de penser, je l'ai conservée après. Parce que hmm, j'ai vu pendant
cette errance et pendant cette recherche qu'il y avait des choses que je lui avais proposées qui l'avaient aidé. Et qu'on ne Et vous aurait pas proposé, s'il y avait eu le diagnostic avant, vous aurait dit que c'était peut-être pas nécessaire d'explorer cette piste-là, alors que vous, vous aviez déjà essayé de la faire. oui, tout à fait. Ce qui m'a choquée et me fait vraiment prendre conscience de ça, c'est qu'un grand médecin m'a dit, quand j'ai eu enfin, quand on a eu le diagnostic pour notre fille, là, on a pu avoir accès à des spécialistes en lien avec le syndrome de Rett et tout et tout. Mm. Euh, je me souviens de ce spécialiste qui m'a dit, ah oui, vous avez fait tout ça, vous faites tout ça, oui, mais vous pouvez arrêter l'orthophoniste parce qu'elle ne parlera jamais. Mm. Vous pouvez faire peut-être une orthophonie juste pour l'oralité par rapport à ses problèmes de déglutition. Et là, dans ma tête, je me suis dit, je suis face à un médecin qui a oublié ce qu'était que son métier. Et je peux comprendre, parce qu'à force de voir les mêmes profils Ouais. et tout, etc., ben, on peut avoir des réponses un peu toutes faites, etc., sans partir sur qu'est-ce que ça lui a apporté? Qu'est-ce que ça lui apporte? Pourquoi vous continuez? Chers parents, qu'est-ce qui fait que vous ayez envie de continuer? Est-ce que vous voyez des retours? Et là, si elle m'avait posé ça comme question, bah, je lui aurais répondu: «Oui, oui, je vois des retours. Je vois une appropriation du vocabulaire à travers des activités comme, montrer, des cartes, et elle doit choisir, le la bonne carte, on lui dit: «Montre-moi la vache», il y a une Mm. voiture, il y a une vache, elle nous montre la vache et elle y prend plaisir parce qu'elle y montrait, heu, des compétences. C'est devenu Elle, un peu votre voyait spécialité aussi, la exactement. communication. Ouais. Non. Après, effectivement, je pense que moi, de toute façon, quand on me dit: «C'est impossible», j'ai juste envie de me dire: «Mais, On qu'est-ce essaie, qui on y va. fait que c'est impossible?» Ouais. Et donc voilà. Et c'est vrai que depuis, effectivement, je me suis engagée, dans la communication alternative améliorée. Donc on me dit souvent qu'il faut remercier même ceux qui ont pu nous blesser, Oui. sur le coup. Bah, moi, je remercie ce médecin et d'ailleurs, je continue d'aller la voir. C'est un très bon médecin, ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien, c'est très important Oui, de c'est très garder beau son ça, courage. ouais, de réussir à prendre le meilleur de ce qu'ils ont apporté. Oui, bah, c'est pareil, moi je dis des bêtises, hein, Mm. j'ai eu un bel échange avec une orthophoniste, où à l'époque, elle accompagnait ma fille, mais elle m'avait dit une phrase qui m'avait blessée, sur le coup en me disant, comme quoi, pourquoi je voulais pas la mettre en IME, c'était peut-être une bonne situation pour elle. Et moi, ça m'avait blessée, sur le coup. Et elle, de son côté, elle était, agacée parce qu'elle faisait des kilomètres pour venir, accompagner Léina, un peu bénévolement quand même. Ouais. Et hem et elle me voyait parler de communication alternative améliorée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait de communiquer autrement que par la Mm. parole, heu et je ne mettais rien en place à la maison. Ah oui. Ah oui, c'était les débuts. Ah, c'était les débuts. J'en parlais beaucoup, j'étais très intéressée par le sujet, mais je ne m'étais pas encore lancée dans l'aventure. J'attendais de trouver le professionnel qui m'accompagnerait dans cette démarche. Et depuis, on a parlé avec cette, professionnelle que je remercie énormément, que j'apprécie beaucoup, hem, parce qu'on a pu se dire les choses et ainsi, se rendre compte qu'effectivement, bah, on a nos propres limites, nos propres faiblesses. Ce qui est intéressant, c'est de grandir, c'est d'apprendre de l'autre et de garder toujours cette porte ouverte en se disant: «Bah, on n'est pas parfait, quoi. On ne connaît pas En tout». tant que professionnel, c'est très important, puis de reconnaître toutes ces maladresses qu'on peut dire, et parce qu'on effectivement on en dit tous, hein. Et mais je trouve ça important justement de vous faire parler, enfin voilà, que vous puissiez en parler en tant que parent, qu'on puisse nous se rendre compte de ce qui peut, voilà, de quel comportement peut au mieux vous soutenir, Mmh, vous soutenir le mieux possible. ouais. Et du coup, au moment de l'annonce du diagnostic, vous avez vécu ça comment? Comment ça s'est passé avec votre entourage professionnel?
Alors ça a été très dur en fait. On peut pas c'est impossible que ce soit que d'une seule teinte Mhm. quand on est parent d'enfants en situation de handicap. Hem, Ça faisait donc 1 an et demi qu'on ne savait pas et puis on a appris. Moi, je savais déjà. J'avais, regardé des vidéos sur ce que c'était que le syndrome de Rett, je m'étais beaucoup renseignée dessus, et je savais. Je savais parce que ça cochait tout, voilà. Mon mari, ne voulait pas voir, il ne voulait pas savoir et heureusement parce qu'il faut que le couple ne soit pas parce qu'à un moment on a beau tenir, 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 au bout d'un Oui. moment on craque. Mhm. Donc quand j'ai craqué au moment où j'ai appris que, nous avons appris que, Léina avait un syndrome de Rett, moi je me suis effondrée Mhm. et mon mari lui, il s'est relevé. Il s'est, heu, il s'est lancé, hem, à corps perdu aussi de son côté pour accompagner Léina quand moi j'allais au plus mal et là maintenant on a retrouvé un équilibre. Heureusement qu'à un moment on le retrouve, mais c'est des moments tellement durs à encaisser que, heureusement qu'il y a cette temporalité dans un sens. J'ai Mhm. envie de dire que tout ce qu'on a vécu, bien évidemment, je serai toujours en colère que ma fille ait besoin de vivre ça. À Mhm. aucun moment, je ne peux accepter que ma fille ait besoin de vivre ça. Mais, c'est pour ça que le terme «faire son deuil» est pour moi très difficile, parce que je ne ferai jamais le deuil et il f parce qu'elle déjà elle est pas morte, donc Mhm. voilà. Hem et puis surtout parce que, je ne veux pas je ne veux pas arrêter d'y croire. Mhm. Je ne veux pas arrêter, d'essayer. Heu, je peux perdre mon énergie à y croire, ça ne me dérange pas. Alors, ça En veut rien dire quoi pour vous y croire? y croire, ça veut dire croire qu'elle peut aller mieux et je vais même vous dire un truc choquant, Mhm. croire qu'elle peut guérir. Mhm. Voilà. Je n'empêcherai jamais de croire qu'elle peut guérir. Parce que tout simplement, je ne sais pas ce qui va nous arriver dans le futur. En plus de ça, à force d'accompagner des familles, et en plus de ça, le monde des maladies rares, fait que, on voit des miracles. On en voit parce que, ben, des cures, finissent par exister, que des associations comme l'Association française du syndrome de Rett, ben, font en sorte de soulever des fonds pour qu'avec des grands spécialistes, des grands chercheurs, ben, on trouve enfin, des traitements et tout ça. Donc on croise les doigts, on espère juste qu'on vivra assez longtemps pour voir ça. Mhm. Donc je vais pas m'empêcher de croire. Vous imaginez si j'arrête de croire en Oui. ça, le jour où il y aura une cure qui arrivera, je me dirai: «Ah ouais, de toute façon, ils disent toujours qu'il y a des cures, mais ça ne fonctionne pas». J'en ai vu des parents qui pensent comme ça, donc non, j'arrêterai jamais. Et le fait de garder cette ouverture-là en vous, c'est non seulement ça ouvre à si un jour il y a un traitement qui arrive à vous permettre de le recevoir, mais ça vous apporte aussi beaucoup d'énergie pour Ouais, votre quotidien, votre présent. ouais, tout à fait et puis, je pense que c'est comme ça que je fonctionne moi. À force d'accompagner les parents, les familles, d'être en lien avec d'autres personnes qui ne fonctionnent pas comme moi, j'ai Mm. appris aussi à me dire qu'il y a des personnes qui se nourrissent plus facilement, qui arrivent à plus facilement bouger en étant plutôt négatifs. Mm. Moi, j'ai une tendance Ça les à être rassure ultra peut-être aussi. positive. Ils ont trop peur d'être déçus. Enfin, voilà, on a chacun C'est notre mode ça, de fonctionnement, mais c'est c'est vrai ça. que ouais, c'est très important ce que vous dites parce qu'en tant que professionnel, là, vous avez aussi parlé, par exemple, de cette phase où vous étiez dans une phase de surinvestissement. Mais je dis sur, c'est pas au sens négatif, mais au sens où vous déployez beaucoup d'énergie à vous battre pour trouver tous les professionnels adaptés pour votre fille avant le diagnostic. Et votre mari était plutôt dans une phase de déni, entre guillemets. On pourrait peut-être appeler ça comme ça. Et que ces phases de déni, elles sont aussi nécessaires. C'est pas, elles sont utiles au processus. Elles contribuent aussi parfois à préparer le psychique à vivre une autre phase, à être prêt aussi, Tout à à fait. s'adapter à la situation. Il n'y a pas à lutter
contre soi, contre son propre processus ou à se forcer à faire le deuil. Pour moi, c'est une illusion. Il faut faire son deuil. C'est pas un devoir, c'est un processus intérieur qu'on fait tous tout au long de notre vie. Et puis on passe par C'est, différentes phases et puis c'est cyclique. Il n'y a pas un jour c'est fini. oui, euh, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui est important à avoir en tête, c'est que on va tous fonctionner différemment. Oui. Moi, par exemple, quand je vois qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe, je vais me figer. Je vais me figer, mon cerveau est en train de traiter l'information et ça prend du temps. Mm. Et ça prend du temps. Puis après, quand j'ai compris, ah, pouf, là, voilà, tout repart, etc. Il y a certaines personnes, elles vont agir avant d'avoir ce temps de figement. Elles vont soit fuir, puis après revenir, etc. Ou d'autres vont attaquer direct, et puis voilà. Mais au final, on ne fait pas rien. On ne fait pas rien. Et donc, je pense que c'est très important de se dire que la temporalité des parents, elle est essentielle à respecter. Oui. Comme pour la temporalité des professionnels. Oui. C'est vraiment de tout à chacun. Mais il m'arrive d'accompagner des professionnels aussi, beaucoup, qui vont me dire, oui, mais là, par rapport à cette famille-là, euh, tu trouves pas qu'elle elle bloque? Ben oui, elle bloque. Ils viennent à une Mais elle semaine bloque, sur deux, ils font pas les exercices chez eux. Ça, c'est des c'est questions ça, qui vont beaucoup revenir en formation. Oui. exactement. Mais pour l'avoir vécu, ça, le temps où je bloque, comme je vous ai raconté avec l'histoire avec l'orthophoniste, je bloque sur ça, sur ce point-là. Mais Mm. mon énergie était ailleurs, sur le côté moteur. Mm. Sur le côté moteur. Aller en Pologne, ça prend beaucoup d'énergie, donc Ouais. s'occuper de la CA, c'est autre chose. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas être à fond sur tout. Mm. Malheureusement, quand on parle handicap, ben, l'impact, il est multifactoriel et impactant. Donc au final, on est obligé de choisir, plus ou moins consciemment, ce sur quoi on va aller et le reste, ben, on le met de côté. Mm. Et je pense que c'est important de conscientiser ça en tant que parent, puis aussi en tant que professionnel, parce que euh, moi, aujourd'hui, ça a été longtemps le moteur, euh, voilà, que j'ai mis de côté, parce que je me suis mise à fond sur la CA. Mm. Et en CA, elle a explosé. Mm. Elle est, aux communications, elle explose. Elle nous raconte sa vie, il n'y a pas de souci, tout ça, etc. Donc ça, c'est merveilleux. Mais à côté de ça, elle commence à avoir une scoliose. À côté de ça, elle commence à avoir de plus en plus de difficultés au niveau de la marche. Donc, je pourrais choisir soit de me déprimer parce que j'ai rien fait par rapport à ça, voilà, ou bien de me rendre compte que je ne peux pas tout faire en même temps, que nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Même elle, elle ne pourrait Oui. pas travailler et le moteur et la communication et tout ça, etc. Donc, nous nous respectons. Et ce qui est important, c'est de toujours avancer. Et Et de vous même quand on a remercier pour de tout ce que vous faites avancer. déjà aussi. Oui. Ben oui, oui, oui. Alors, me remercier, je vais le faire quand je suis au plus bas et que je déprime. Et donc, je vais me faire un petit mantra comme ça où je vais essayer de me rebooster, mais ça ne va pas venir naturellement. D'accord. Alors peut-être que c'est aux professionnels, nous, de faire remarquer aux parents que vous faites tout ce que vous investissez, tout ce que vous offrez à vos enfants. Les professionnels qui nous entourent aujourd'hui sont des personnes merveilleuses. Vraiment, vous en faites partie, hein. Mais très clairement, par ce côté, comme vous dites, nous faire voir ce qu'on ne voit plus ou qu'on ne Mm. voit pas. Aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est quand même grâce à des échanges avec de super professionnels que je peux le dire. Parce que tout simplement, je suis tombée sur des professionnels qui ont respecté notre temporalité, que nous sommes tombés sur des professionnels qui ont cru plus que nous. Mm. Aujourd'hui, voilà, les professionnels qui nous entourent, ce sont ceux qui croient plus que nous. Alors, c'est pour vous dire. Certains croient même qu'elle peut, sans cure, se Mm. débrouiller.
et et c'est merveilleux parce qu'on voit la différence de comportement de Léna quand elle est avec un professionnel comme ça ou quand elle est avec un autre professionnel qui, lui, n'y croit pas du tout. Ça Ouais. se voit tout de suite. Et puis elle a quand même cette force de persuasion pour faire qu'au bout d'un moment, même si la personne, elle y croit pas au début, elle finit par y croire. Donc hem, donc voilà, mais c'est une vraiment, je pense, c'est une question de temporalité et de respect. Et pour finir cet entretien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux professionnels de santé ou que vous entendez souvent de la part des parents, que vous imaginez que beaucoup de parents aimeraient dire aux professionnels de santé qui vous accompagnent, qui accompagnent les parents d'enfants porteurs de handicap? Je sais pas si ce que je vais dire va correspondre à l'ensemble de ce que les parents aimeraient entendre. Mais moi, ce que je pourrais dire à des professionnels, c'est qu'ils ont le droit de se tromper. Trompez-vous! Trompez-vous parce que ça va nous permettre, nous, en tant que parents, de nous remonter les bretelles. Heu, Faites des erreurs parce que tout simplement, vous êtes des êtres humains. Mais en revanche, quand un parent vient vous voir et vous dit: «Vous avez fait une erreur», Hmm. écoutez-le. Ah oui, Écoute et c'est cette écoute qui va faire grandir le parent et qui va vous faire grandir aussi. Mais voilà, s'il y a bien un truc que j'ai envie de partager, c'est ça et j'ai envie de dire que ça vaut inversement pour les parents. c'est très beau. En tout cas, merci beaucoup. Je trouve ça très beau, ce droit à l'erreur et l'importance d'écouter. Mmh. Voilà, de s'autoriser à regarder nos erreurs ou nos maladresses, voilà. Ou les moments où on ne sait pas. Et juste de se Oui, rendre compte qu'on ne sait pas, parce que parfois on n'en a même pas conscience. c'est ça. Parfois, on ne sait pas, Ouais, qu'on ne sait on ne pas. sait pas. Une pression. Oui. Bah, merci beaucoup, Sandrine. Et, Avec plaisir. puis du coup, n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent, à faire vos retours. Sandrine, je partagerai le lien vers vos associations en commentaire de la vidéo sur YouTube. Donc pour les parents qui souhaitaient, vous avez une chaîne YouTube d'ailleurs aussi. Tout à fait, garde le smile. Voilà, donc je mettrai ces liens-là en commentaire de la vidéo. Bah, merci beaucoup, un grand plaisir. J'arrête l'enregistrement.